Merci Myriam. Comme on a pris du retard, je vais donc écourter un peu mon exposé. En général, il faut manifester, il faut dire non. Bon, merci. C'est quand même épouvantable ce truc. Bon, donc je ne vais pas l'écourter, mais un peu le réduire. Pour aborder, oui, alors le titre est déjà parlant, quoi. Vous voyez, paysage, mais où on est, quoi? Paysage, qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Paysage de la relation, de l'intention et des valeurs et de l'action. Eh oui, parce que, évidemment, je vais ramener ça un peu dans le champ de l'addiction, parce que c'est quand même aussi l'enjeu du collège régional des alcoologues aquitains, et pas que, bien sûr. Parce que lorsque nous recevons des patients, ces derniers nous racontent, au fond, des histoires, vous me l'accorderez, plutôt répétitives. C'est-à-dire qu'ils amènent une plainte, et encore pas toujours, et je salue la présence de Micheline Clodon, membre de la Société française d'alcoolologie, administratrice également, avec qui nous avons d'ailleurs écrit dans un article qu'il ne faut pas toujours attendre la demande de ces patients pour effectivement interagir avec eux. On est bien d'accord. Donc, ils manifestent une plainte, au minimum, ils manifestent un désaccord entre ce qu'ils souhaitent dans leur vie et puis ce qu'ils subissent, si j'ose dire. Donc on pourrait qualifier en quelque sorte ces histoires de pauvres. Pauvres dans la mesure où ces patients n'arrivent pas, ces personnes n'arrivent pas, au fond, à être auteurs de leur vie et subissent d'une certaine manière ou se trouvent prisonniers d'une histoire qu'ils subissent. Alors on me dirait, quelle différence y a-t-il entre ce type d'histoire et ce qui serait une histoire entre guillemets bonne ? Et là, je ne peux que me référer à un grand monsieur qui a quand même bien enseigné dans le champ des thérapies narratives, c'est Jérôme Brunner, qui l'écrit dans Culture et mode de pensée, édition du Retz 2000, disponible à la machine à lire. Bon, j'exagère. Bon. Enfin, Jérôme Brunner a dit que l'histoire d'un sujet se construit simultanément à partir de deux paysages. Le premier paysage, c'est celui de l'action dont Jérôme Brunner dit au fond c'est la grammaire de l'histoire, l'action. Et le deuxième paysage, c'est celui de la conscience. Effectivement, dans un événement de vie, que ressentent ces personnes? Qu'est-ce qu'elles pensent? Et effectivement, on peut à ce moment-là s'interroger. Car je crois qu'une histoire décrit ainsi des événements reliés entre eux et en séquence, à travers le temps, autour d'une intrigue, et une intrigue, je dirais, qui va donner sens au déroulement narratif. Qu'est-ce que ça serait une histoire qui est bonne, comme on peut l'espérer pour nous tous? Eh bien, une histoire qui est bonne, à mon avis, pour un sujet, est une histoire qui ne se laisse pas enfermer dans un cadre rigide. C'est une histoire qui est ouverte. C'est une histoire qui a de l'espace, si j'ose dire, pour des modes de vie appréciés par la personne. De sorte qu'on pourrait dire le paysage, je sais pas moi, j'ai trouvé ça dans une référence philosophique intéressante, où on dit le paysage c'est quoi? Le paysage c'est la rencontre entre un regard et un espace. Que ce soit un espace intérieur ou un espace extérieur. Mais il me semble que Jérôme Brunner, on pourrait le compléter utilement pour le propos qu'il me convient de tenir aujourd'hui, à savoir que oui, bien sûr il y a le paysage de l'action, bien sûr, il y a le paysage de la conscience, qu'on pourrait dire l'intention et les valeurs. Mais il y a un troisième paysage absolument fondamental, c'est le paysage de la relation. Le paysage de la relation, parce qu'il permet au sujet de vivre l'expérience de la reconnaissance, ainsi qu'une perception très fine, je dirais, du lien entre les intentions et l'action de la personne. C'est le troisième paysage, toi qui es systémicienne, c'est Gregory Bateson qui en avait parlé, mais Bowlby va en parler aussi à travers l'attachement. Boris Cyrulnik n'arrête pas d'en parler, parce que la relation, c'est à partir de la relation que nous vivons, que d'une certaine manière nous construisons, nous percevons le monde, que nous construisons nos actions, et aussi, ne nous y trompons pas, c'est cette relation à l'autre qui va constituer le chemin de la relation à soi. Eh bien, je crois que dans toute thérapie, la relation à l'autre, la relation au monde, la relation à soi sont les trois composantes qui nous permettent de rendre compte de l'expérience du sujet. Qu'est-ce que c'est la relation à l'autre? La relation à l'autre, c'est une relation de coopération, c'est-à-dire de coopération et de reconnaissance.
La relation au monde, c'est l'espace dans lequel j'agis. C'est le monde, effectivement, des actions. Quant à la relation à soi, on a bien vu et on l'a compris qu'elle s'exprime à travers le prisme de nos intentions et de nos valeurs. Alors Paul Ricoeur dit notre identité est narrative. Eh bien oui, l'identité est narrative de chacun, de nous, se construit au travers d'histoires. Et ces histoires rendent compte de quoi? Des moments forts de notre vie, mais justement à partir du tissage de ces trois paysages. Paysage de la relation, paysage de l'action, paysage de l'intention et des valeurs. Et si nous reprenons ce modèle, en y intégrant cette fois les théories de l'attachement, qui sont absolument fondamentales. Pourquoi elles sont fondamentales? Parce qu'elles mettent au cœur du développement du sujet le lien sécure si important pour le développement de l'autonomie. Alors, effectivement, à ce moment-là, si on l'intègre, eh bien, on peut comprendre que dans une expérience relationnelle, l'autre va percevoir l'intentionnalité positive. Je crois que c'est une chose qu'on a beaucoup oubliée en psychologie, qui est reprise de plus en plus maintenant. C'est bien sûr qu'il peut y avoir trauma, bien sûr qu'il peut y avoir conflit, mais quelle était l'intentionnalité derrière? Quelle est l'intentionnalité avec laquelle se déroule une expérience? Prenons un exemple. Prenons deux amis. Deux amis qui se rencontrent, qui discutent. Bien sûr qu'il y a un échange d'informations riche, mais que cet échange d'informations riches, qui peut être nourri aussi sensoriellement, parce qu'on veut faire apprécier tel ou tel événement, on veut échanger sur telle ou telle chose. En même temps, et Boris l'a dit ce matin, la parole est beaucoup plus affective qu'informative. C'est-à-dire que c'est avant tout un échange d'affect. Le problème, là avec les deux amis, il n'y a pas de difficulté. Mais quand on est maintenant dans la vie courante, on est très souvent amené à changer de contexte relationnel, c'est-à-dire à développer ce que l'on pourrait appeler un ajustement relationnel. Or, cet ajustement, et ça a été dit ce matin par Adalberto, est directement lié à notre vie émotionnelle. Que nous signalent les émotions? Les émotions, elles nous signalent qu'il existe un écart entre ce que je perçois de la relation et la manière dont je voudrais que celle-ci, à la limite, se déroule. Par exemple, si je ressens de l'anxiété en vous parlant, c'est que je peux dire que je ne me sens pas sécure avec vous, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs, mais enfin, je ne me sens pas complètement sécure, et donc je vais aller chercher en moi des ressources ou des expériences de vie qui vont pouvoir me connecter effectivement à quelque chose de moi où je peux retrouver cette base on va dire, de sécurité, bien que le mot sécurité soit pas bon. Secure, en anglais, ça veut dire beaucoup plus quiétude ou tranquillité que sécurité. Donc, cette compréhension des émotions comme signal d'ajustement est fondamentale. Elle est fondamentale parce que ça m'a amené à les réflexions suivantes. Quand vous prenez les ouvrages sur, effectivement, les émotions, et c'est intéressant de considérer, par exemple, sur un plan éthologique, mais Boris pourrait le commenter mieux que moi, c'est que, par exemple, en discutant avec Claude Beata dans nos groupes, on s'aperçoit qu'on parle de plus en plus, par exemple, de l'émotion animale. Il n'y a pas si longtemps que quelqu'un qui faisait une publication en parlant de l'émotion animale, un chercheur, se faisait tancer vertement en disant on n'en parle pas. Et même d'un point de vue chez l'homme, ça a été aussi largement contesté parce qu'on a dit que c'était un peu la peste. C'était ce qui venait tout parasiter, l'émotion. Ce matin, avec Adalberto, on voit que c'est un peu au centre des choses. Sauf que quand vous lisez des revues où on parle des émotions, et on parle de plus en plus de la gestion des émotions, etc., on vous parle volontiers, et Adalberto n'y a pas résisté, il a parlé d'émotions négatives. Je pense, en reprenant les travaux de Damasio, que toute émotion est un signal donné au corps et au sujet pour le préparer à une action, pour le préparer à quelque chose qui est un ajustement. Donc, en soi, dire qu'il y a une émotion négative est une erreur anthropologique. Toute émotion est bonne, qu'elle soit désagréable, je n'en disconviens pas. L'anxiété, la tristesse, la colère, c'est pas très agréable à vivre. Mais en même temps, c'est quand même le signal qui est donné au sujet que quelque chose ne va pas pour le préparer, justement, si j'ose dire, à l'action. Et on le voit bien, par exemple, dans le champ de l'addiction, j'y reviendrai tout à l'heure, face à cette émotion incontrôlable ou difficilement gérable,
Qu'est-ce que font les gens? Ils mettent une sensation à la place d'une émotion en lien avec une relation elle-même pathogène. Il est là le centre du problème. Donc on va y revenir après sur cette notion d'émotion dont on peut considérer qu'elles sont grosso modo toutes positives. Qu'est-ce que va faire le sujet? Je ne parle pas de l'addiction, je parle d'un sujet comme vous et moi, si tant est que la normalité existe. Eh bien, on va essayer d'aller chercher encore une fois dans une expérience de vie des ressources qui nous permettent finalement de nous réassocier, comme on dit en langage d'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je vis quelque chose... Là, par exemple, je suis en train de vous parler. Bon, moi, je suis en train de vous parler, je pense relativement cohérent avec ma pensée, je suis assez bien dans ma sensorialité, donc mon geste est spontané, mes mains accompagnent ma parole. Vous vous rappelez ce que disait Louis Jouvet? Louis Jouvet, il y avait un élève qui venait le voir et qui lui disait « Mais maître, je ne sais jamais quoi faire de mes mains quand je suis sur scène. » Et Louis Jouvet lui répond « Mon petit gars, les mains, il faut les laisser au bout des bras. » Vous voyez, voilà, ça vous donne le ton, c'est-à-dire comment retrouver la spontanéité et la fluidité du geste. On va voir tout à l'heure que dans l'addiction, c'est justement pas ça qui se passe. Parce que si, par exemple, je vois que mon ami Alain Sautreau me regarde avec un regard sévère, donc je me dis qu'est-ce que je suis en train de dire comme connerie, enfin, etc. Je vois bien lui qui est un grand spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales et des thérapies de 3e génération. Je vois bien qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais en même temps, je peux m'appuyer sur Myriam, je peux m'appuyer sur d'autres sources, sur Boris qui me fait un sourire sympathique. Oui, et donc je retrouve mes ressources. Donc on voit bien comment j'ai fonctionné. Je me suis progressivement un peu dissocié parce qu'il y avait un petit conflit, pour me réassocier ensuite à travers le corps, à travers une connaissance du corps, à travers une sensorialité. On va voir que dans l'addiction, c'est justement ce qui ne se passe pas. Et on va voir que le travail thérapeutique, c'est justement de permettre aux gens, aux personnes qui sont là, prisonnières, je dirais, d'une conduite ou d'un objet, de pouvoir se réassocier. Exemple, quelqu'un qui éprouve de la tristesse, par exemple, parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, eh bien, va entre guillemets, se dissocier. C'est parce qu'elle aura des expériences de ressources potentielles qu'elle pourra se réassocier, et on pourrait décliner toutes les émotions. Je ne vais pas le faire, mais c'est à peu près du même ordre. Donc, lorsqu'un sujet raconte une histoire elle-même porteur d'événements ressources, à ce moment-là, elle est réassociée, elle réhabite son corps et sa gestuelle devient spontanée et elle peut donner de façon créative forme, je dirais, à son identité préférée. Les différentes séquences d'événements décrites par le sujet sont reliées à travers le temps, donnent lieu à des expériences vivantes et à ce moment-là seulement, le langage peut devenir le lieu d'accueil de la vie affective. Mais alors, quel type d'histoire nous racontent les gens, justement, que nous voyons en consultation pour une problématique addictive? Ben, ça a été dit tout à l'heure, et ça a été dit peu ou prou ce matin. C'est des histoires pauvres parce qu'en fait, ils n'ont plus le choix. Ils pensent qu'ils ont eu le choix, ils s'illusionnent qu'ils ont le choix, mais ils n'ont ni le choix de faire, ni de ne pas faire. Ils sont, comme on dit, prisonniers. Prisonniers parce qu'il y a eu hold-up du système de récompense. Et donc, ils se vivent comme dissociés de leurs intentions, dans une relation à l'autre, faite de rivalité et de méfiance. Vous voyez la grande différence. Quand les choses fonctionnent bien, si par exemple je parle avec Myriam et que même si on a des avis différents sur certaines choses, que je me sens sécure en parlant avec Myriam ou avec tel ou tel autre, eh bien je suis automatiquement dans un lien de coopération. Mais si en revanche je ne sens pas cette sécurité, si le lieu sécure n'est pas là, c'est très important de le comprendre sur le plan de l'espace thérapeutique, si le lieu sécure n'est pas là, alors je vais être dans la méfiance. Et, ça a été dit ce matin par Adalberto, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas cette confiance fondamentale, je ne peux pas retrouver non plus la confiance en moi, en les autres, en le monde et en l'avenir. Donc, tout se passe à ce moment-là, comme si ces sujets avaient remplacé la relation incontrôlable à l'autre, je dirais par une relation imaginaire ou idéalisée à un objet, à une conduite, dans le but de quoi? De gérer ces émotions pénibles. C'est effectivement parce que je n'arrive pas à les gérer. Et à ce moment-là, malheureusement, la consommation de l'objet ou la conduite répétitive, eh bien, donne de moins en moins de soulagement ou de moins en moins de plaisir et l'emprise, à ce moment-là, augmente. Donc, si la relation est insécure, et c'est là où c'est pas très juste dans la vie, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que si on est sécure, de base, on a un style d'attachement sécure, on ne prête qu'aux riches. Si je suis sécure, en cas de difficulté, je n'aurai pas grande difficulté à me retrouver une autre relation sécure. Par contre,
si je suis saturé de troubles de l'attachement, si j'ai vécu une négligence affective ou si j'ai été traumatisé, ben ça va être beaucoup plus difficile pour moi, justement, de retisser une relation sécure qui me permettrait justement de dépasser. Autrement dit, eh bien, les personnes qui ont pu faire des expériences résilientes, et là je reprends ton terme Boris, de surprise, cet phénomène de surprise qui est si important, au fond comme en psychanalyse avec l'étonnement, enfin je crois que c'est ça, ce qui nous touche, c'est ce qui nous étonne, et ce qui peut mettre après de l'enthousiasme. Mais enfin on a déjà Théo avec nous, donc l'enthousiasme est là, puisque Théo est là. Bon. Je crois que si on compare par exemple quelqu'un qui a un attachement insécure avec quelqu'un qui a un attachement sécure, prenons un attachement sécure pour gérer des conflits. Quand la personne est sécure, a un style d'attachement sécure qui n'est encore fois pas un déterminisme, hein. On peut avoir un moment un attachement sécure puis être fragilisé à d'autres moments, et puis le trouble de l'attachement n'est pas en soi pathologique, c'est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien comment on fonctionne quand on est, je dirais, on a eu la chance d'avoir un attachement sécure. Bon, ben, j'ai un conflit avec tel ou un tel, il se passe telle ou telle chose dans le service. Je prends une distance par rapport à l'émotionnel. Je passe au niveau de la pensée pour réfléchir à ce qui se passe. J'essaie d'interpréter. Si j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me permet de me reconnecter à mes ressources, je passe, on va dire, de l'affectif au cognitif pour redescendre ensuite vers l'affectif, c'est-à-dire recréer effectivement du lien. En revanche, si le sujet présente cette histoire saturée de troubles d'attachement, là, ça va être beaucoup plus difficile. Et regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un a été maltraité, par exemple, le monde que je perçois, si j'ai été maltraité, c'est un monde de maltraitance. Et moi-même, je vais me maltraiter. Si le monde dans lequel je suis est un monde avec un vécu abandonnique, je vais postuler que le monde va m'abandonner. Et on le voit bien avec les alcooliques, hein, souvent. Ils vérifient qu'on ne va pas les abandonner. Enfin, vraiment, c'est cette problématique abandonnique, on la retrouve très souvent. Et puis, eux-mêmes vont être abandonniques pour eux-mêmes. C'est ça qui est fou. Et si je dirais que les premières relations d'un sujet sont anxiogènes, eh bien, il va vivre un monde de l'anxiété. Et cette anxiété, eh bien, il va aussi la retourner vers lui. C'est ce qui nous permet de comprendre, par exemple, que vous avez des femmes, enfin on voit ça, c'est une clinique banale ce que je dis, mais en même temps dramatique et tragique. Une femme qui a été battue, maltraitée, va vivre le monde des hommes comme un monde maltraitant. Et pourtant, c'est vers un homme maltraitant qu'elle risque d'aller. Pourquoi ? Moi, c'était une énigme pour moi, ça. Pourquoi ? Alors, on va dire, elle est quand même cognitivement, elle est suffisamment élaborée pour dire ce qu'elle lui faudrait, c'est un homme bienveillant. Mais non, elle va chercher un homme maltraitant. Et parfois avec en répétition des hommes maltraitants. Pourquoi ? Parce que la résonance affective du monde, c'est-à-dire la résonance affective intime, elle est du côté du monde maltraitant. Autrement dit, cognitivement, elle comprend très bien que cet homme-là, il est bienveillant et sympathique, mais il est bienveillant et sympathique. Mais je ne partage pas le même monde. Vous voyez que là, il y a un décalage, il y a un travail à faire, justement, pour changer la représentation du monde. On est tous piégés, je dirais, par nos croyances et par ce blocage dissociatif. Alors, je reviens sur le blocage dissociatif. Tout à l'heure, je vous disais, mon geste est spontané, ma parole est en accord avec ma pensée, même si je dis 2 ou 3 erreurs, c'est pas grave. Enfin, je suis bien avec moi. Imaginez un instant que je viens de vivre quelque chose de difficile ou d'apprendre une mauvaise nouvelle dans un contexte où ma sécurité n'était pas absolument terrible intérieurement. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis plus dans mon corps, hein. Je suis dans ma tête. Je dis, mais pourquoi il m'a dit ça, Boris ? Pourquoi il m'a dit ça ? Et là, je rentre dans la rumination. Et comme je dis souvent, notez cette phrase, qui emprunte le tapis roulant de la rumination file vers la dépression. Ouais, enfin. Mais c'est vrai, hein, quand même. Bon. Le deuxième, c'est que le sujet n'accueille plus du tout son ressenti sensoriel. Il n'accueille plus son ressenti sensoriel, c'est-à-dire qu'il va lutter. Je lutte contre mon anxiété, je lutte contre ma peur, je lutte contre ma colère, je lutte contre ma tristesse. Et on est là dans la pathologie. Parce que la pathologie, c'est pas d'éprouver de la colère, de la tristesse ou de la peur ou de l'anxiété. C'est normal d'éprouver tout ça, puisque toutes les émotions sont bonnes. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est que je sombre dans la tristesse de la tristesse de la tristesse, dans la peur de la peur de la peur, dans la colère de la colère de la colère. Je sais même plus pourquoi. Donc je suis dans le monde de la colère, je suis dans le monde de la tristesse, je suis dans le monde de la peur. Et c'est là où est la pathologie. Quand on est dans la tristesse de la tristesse, ça s'appelle la souffrance. Et là, je suis même dans la souffrance relativement pure, si j'ose dire, qui m'a amené aussi vers une dimension potentiellement autodestructrice. Je ne suis plus dans ma tête,
je suis dissocié dans un blocage dissociatif. Je ne perçois plus mon ressenti de la même façon, puisque je lutte contre mes émotions. On a tous fait cette expérience-là, hein, de lutter contre une émotion désagréable. Vous luttez contre l'émotion, ok, pendant un temps, ça va mieux, mais ça revient comme un élastique en plus fort. Donc le travail, il est bien dans ce qu'on pourrait appeler la troisième génération, dans l'acte, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, c'est-à-dire comment accepter une émotion, comment travailler avec l'émotion. On va faire, j'ai encore un petit peu de temps là, je vais vous faire une petite démonstration, si vous voulez, de ce que je pratique. Hein, c'est pas pour faire du music-hall, c'est pour montrer un peu comment les choses se passent et comment je travaille. D'autre part, le sujet ne vit plus son corps de manière spontanée puisque le geste est devenu automatique. Tel alcoolique dira « Ah ben, je me suis retrouvé chez moi, j'ai pris la bouteille, je me suis aperçu, c'est plus fort que moi. Ah, je voulais pas faire ça. Ah, ça a été trop vite. » Il confère la tablette de chocolat pour la boulimique ou toutes sortes de choses, si vous voulez. Hein. C'est plus fort que moi. Alors, on ne peut pas dire mieux psychanalytiquement. Le ça est plus fort que le moi. Bah oui, le ça est plus fort que le moi. Donc comment on va faire là aussi? Parce que moi je pense, et c'était notre ami suisse qui nous en avait beaucoup parlé sur les mémoires dysfonctionnelles implicites, de la mémoire implicite, je suis convaincu que si on veut intervenir là, il va falloir se donner et utiliser un autre facteur de temporalité. Quand vous êtes dans un geste automatique et que le geste a été appris, il a été appris de manière dysfonctionnelle, comment faire? Essayez, par exemple, je vous donne l'autorisation, écrivez une feuille de papier, avec une feuille de papier devant vous, vous écrivez, là où il y a, écrivez Adalberto, par exemple, il y a un T, changez la barre du T. Essayez de changer la barre du T, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes tellement habitué à écrire d'une certaine manière le T que vous ne pouvez pas le changer. La seule façon que vous avez de le changer, c'est quoi? De ralentir. D'y mettre de la conscience et de ralentir. Mais non seulement ça, de répéter. De répéter, jusqu'à ce que, à nouveau, la procédure, la mémoire procédurale change. C'est ce que je fais très concrètement avec les boulimiques, c'est ce que je fais très concrètement avec les patients qui sont malades avec l'alcool. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans un réseau automatique. Alors, on a trois moyens, au fond, vous voyez, on a trois portes d'entrée pour, je dirais, soigner à ce moment-là. La porte d'entrée, ça peut être la pensée, ça peut être les distorsions de pensée, comme on dit en TCC. On peut agir par le corps, tel que je viens de le dire, en ralentissant quelque chose. On peut agir aussi sur la perception de l'émotion. Parce que je suis convaincu que, moi, c'est comme ça que je fais dans la pratique, j'explique ce que c'est qu'une émotion en utilisant, comme Freud d'ailleurs, une métaphore hydraulique. Parce qu'une émotion, c'est une vague. Ça, tout le monde l'accepte. D'ailleurs, en plus, en thérapie, on dit qu'il y a l'effet vague. C'est-à-dire qu'une vague, elle dure pas, si vous voulez. Par définition, une vague, elle va se briser au bout d'un moment. Qui est resté 24 heures sur 24 dans la colère, ça n'existe pas. On a une émotion de colère et si on la regarde et on la contemple et on la considère, eh bien, à un moment, ça va s'épuiser. Donc, l'idée est la suivante. C'est, je leur dis, voilà, l'émotion c'est comme une vague. Mais une vague, elle est colorée, on est d'accord? Une vague, elle est colorée. Alors par exemple, si vous dites colère, alors les gens, tout le monde, parce que c'est des codes culturels, tout le monde va vous dire c'est rouge, la peur, c'est bleu, la honte, ils ont plus de mal, c'est jaune, c'est vert, enfin bon, on s'en fout d'ailleurs. Simplement, c'est pour dire qu'une émotion, c'est comme un train peut en cacher une autre. Parce que déjà, c'est important, comme l'a dit Adalberto, de repérer l'émotion, de pouvoir, quitte avec d'autres, à pouvoir la nommer et la repérer, de faire attention effectivement à ce qu'elle peut recéler derrière elle. Et puis une fois qu'elle a été nommée, peut-être de l'accepter, et parce que l'accueillir, c'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'elle ne revienne pas en force dans une sorte de combat égo-dystonique. Donc ça, c'est très simple comme approche, mais c'est quand même relativement efficace. C'est-à-dire que si on accompagne une personne en étant là, en créant un espace sécure, et qu'on permet ça, bon, je crois que c'est effectivement très important. Alors, l'autre chose, je dirais, c'est effectivement de lui permettre de sortir de ce paradoxe, parce que l'univers addictif, notre univers psychologique aussi, mais nous on vit tous le paradoxe, ça fait partie de la structure psychique, mais quelqu'un qui est dans l'addiction, c'est une structure paradoxale un peu serrée, quoi. Le fil, il est très serré. Je sais que l'alcool me tue, je sais que le tabac me tue, mais sans alcool ou sans tabac, je peux pas vivre. C'est pas de la rigolade quand même, c'est-à-dire qu'on est dans la survie, on n'est pas dans la vie. Donc comment retrouver à ce moment-là l'espace de vie? Alors, j'ai été récemment avec Michel
Micheline Clodon à une conférence de Michel Lejoyeux à Paris, de la Société française d'alcoolologie. J'ai beaucoup aimé ce que Michel Joyeux a dit en se référant à un écrivain que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Philippe Roth. Et Philippe Roth a titré un de ses derniers ouvrages « Professeur de désir ». C'est joli ça, « Professeur de désir ». Et Michel Lejoyeux a dit « Nous, en tant qu'addictologues, on doit être des professeurs de désir ». Alors oui, je pense qu'on a à être des professeurs de désir pour permettre à la personne d'élaborer un désir concurrent, c'est-à-dire dans un autre paysage, si j'ose dire. Mais interrogeons-nous. Je pense qu'effectivement, le modèle le plus proche de l'addiction, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'état amoureux, quoi. C'est le désir amoureux, quoi. Enfin, de toute façon, l'histoire de la bouteille avec l'alcoolique, c'est une histoire passionnelle. La boulimique avec la nourriture, c'est une histoire passionnelle. On est bien là-dedans. Alors vous allez dire, d'accord, alors je vais vous faire juste une équation rapide, un peu genre, ça peut être du genre Comte-Sponville d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que, moi c'est ce que j'ai appris en médecine, hein, quand j'ai fait mon addictologie, on m'a dit tout ça c'est lié au manque, on est bien d'accord, d'ailleurs les gens vous le disent, hein. Si j'ai une crise de boulimie, c'est parce que je suis en manque. Donc je compense et je me venge d'ailleurs sur la tablette de chocolat ou tout ce que vous voulez. Alors là, on est obligé de revenir un peu 4 siècles, un peu avant Jésus-Christ. Un certain Platon, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, il fait partie du CRA, donc il n'y a pas de souci pour nous. Alors, Platon nous propose, en faisant parler Socrate dans un merveilleux bouquin qui s'appelle Le Banquet, il nous propose la double équation, amour égale désir, égale manque. Bon, ben d'accord. Enfin, on voit bien ce qu'il veut dire. Désirare, desiderare en latin, ça veut dire l'étoile qui est perdue. Donc, je cherche mon étoile. Si vous êtes en recherche de quelque chose, c'est que vous êtes dans le désir. Autrement dit, ce qui me manque, ce que je n'ai pas, ce que j'attends, c'est ce qui me met dans le manque, c'est donc ce que je désire. Donc, vous comprendrez avec Louis Aragon qu'il n'y a pas d'amour heureux. Hein, déjà, Boris a dit le premier amour, déjà ça se termine mal, sinon ça ne s'appellera pas le premier amour. D'accord ? Donc, vous voyez, donc, on est avec Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Ben oui, réfléchissez. Elle me manque, je la désire. Elle est là tous les jours avec moi, partage mon lit, on est au quotidien. Non mais, vous inquiétez pas, Spinoza va venir vous sauver tout à l'heure. Hein, pour les jeunes couples, hein, je disais ça. Elle me manque, donc si elle est là tous les jours avec moi... bon, elle me manque un peu moins, donc je la désire un peu moins. Vous comprenez ? Donc je l'aime peut-être un peu moins. Enfin, vous voyez ? Du coup, quand je manque, je souffre. Et quand j'ai... Parce que finalement, le but de tout ça, c'est le bonheur. Hein, c'est-à-dire qu'on ait quand même une certaine satisfaction de nos désirs. Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, ça a fait péter le... Bon. Et quand je souffre, donc c'est que je manque, donc je souffre. Ah oui, mais alors quand j'ai avec moi, etc., tous les jours, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Moi, je m'ennuie un peu, quoi. Hein ? Ce qui avait fait dire à Schopenhauer la phrase la plus triste de la philosophie occidentale, « La vie est comme un pendule qui va de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. » Vous avez parlé, hein, c'est... Alors, si vous voulez, on peut le dire aussi de Aragon à Michel Houellebecq. Vous voyez, c'est à peu près pareil, quoi. Hein, donc, on va dans le même sens. Sauf que on est sauvé parce que arrive Baruch Spinoza. Alors là, le Hollandais réfléchit à la question, dit OK, Platon, je suis d'accord. Amour égale désir, ça va. Je suis d'accord. Globalement, je suis d'accord. Mais désir égale manque, je suis pas d'accord. La preuve. Comme quoi, une définition partielle ou partiellement vraie est une fausse définition. Si vous m'invitez... Alors non, je suis invité déjà ce soir, mais si vous voulez m'inviter, il n'y a pas de souci. Je vous invite à dîner. Allez, c'est moi qui vous invite. La nourriture est abondante. À votre avis, est-ce que je vous souhaite une bonne faim ? Ça ne se fait pas, si vous voulez. Vous ne souhaitez pas aux gens que vous invitez à dîner une bonne faim. Parce que la nourriture est abondante, donc elle ne manque pas. Donc vous leur souhaitez bon appétit. Parce que pour Spinoza, le désir, c'est la puissance de jouir. Voilà. Et là, on pourrait dire comme Alain, le philosophe Alain, comme la fraise a le goût de fraise, la vie a le goût de bonheur. Puissance de jouir. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est dans l'alcoolisme, enfin quelqu'un qui est dans la dépendance, est dans la puissance de jouir ? Puisqu'il a perdu justement cette notion désirante, puisque le désir s'est recourbé sur le besoin.
Alors, un exemple, et je termine. Hein. C'est bon, là Comment réassocier quelqu'un à son corps et comment travailler sur le facteur temps, comme je vous disais. Donc, j'ai besoin d'un volontaire. Je ne vais pas te prendre. Hein. Martine, tu veux être volontaire? Non. Simon est d'accord. Allez. Non, tu veux pas, Michel. On est tous les deux à la SFA, quand même. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est de la manipulation. Alors là, ce que vous venez de voir, c'est une épreuve de manipulation. Viens, viens voir. Alors, imaginons... C'est quoi ton problème d'alcool? Problème d'alcool? Oh bah oui. Alors, on ne va pas faire l'anamnèse, hein, si vous voulez, c'est-à-dire faire remonter les mémoires de bas en haut. On va se limiter simplement à 2-3 éléments, parce que si elle est effectivement dans cette conduite addictive, répétitive, etc., elle est un peu dissociée de son corps. Plutôt que d'aller faire un interrogatoire qui, à mon avis, plombe les gens. Quand vous leur demandez, que ce soit les problèmes d'obésité, de boulimie, d'alcool, etc., bon alors, vous êtes à la combien de cure, là, maintenant, vous voyez, c'est... Donc, vous n'y arrivez toujours pas, quoi. Enfin, grosso modo, il y a le banc-titre en dessous, donc vous êtes nul, quoi. Donc, vous n'avez pas de volonté. Donc, vous voyez, toutes les représentations qui peuvent arriver là. En revanche, je vais simplement l'amener à trouver une ressource en elle, et sans parler de sa vie intime, hein, c'est pas ça. Hein. Enfin, si tu veux, remarque... Et c'est la... Enfin, on va retrouver ça avec Julien Bedbez, avec tous les copains de la Repta, d'ailleurs, de Nantes. Est-ce que je peux, madame, vous poser une question étrange? On va utiliser le vouvoiement pour l'occasion, bien sûr. Est-ce que vous pouvez regarder vos mains comme ça? Donc, je le fais de façon synchrone. Hein. Comme ça, ouverte. Les deux mains ouvertes, voilà. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'une main... Alors, le fait de poser une question comme ça, qui est étrange, qui est incongrue même par rapport à ce qui est attendu d'un protocole de, entre guillemets, de consultation, fait que la personne est obligée de se décaler, donc c'est confusionnant, on va dire. C'est une démarche confusionnante. Très bien, je vous remercie. Toujours remercier. Est-ce que vous acceptez l'hypothèse qu'une main puisse guérir ou soigner? Oui. Vous avez écouté Adalberto, c'est très bien, d'accord. Si une de vos deux mains était capable de prendre soin de vous, vous voyez, je change un peu de prendre soin de vous maintenant, l'autocompassion de Michel Henry, hein, est-ce qu'une main était capable de prendre soin de vous, ce serait plutôt laquelle? La gauche. Je vous remercie. Sur quelle partie de votre corps vous mettriez la main sans réfléchir? Sur la cuisse. Oui. Très bien. Je vous invite à fermer les yeux un instant, parce que c'est plus facile peut-être. D'abord, c'est agréable de fermer les yeux peut-être, et pour mieux ressentir. Qu'est-ce qu'il advient comme sensation là? La chaleur, une sensation de bien-être. Vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que là, elle est reconnectée un peu à elle. Maintenant, je pourrais entamer un questionnement circulaire de type qu'on trouve en systémique ou qu'on trouve dans d'autres approches, ou dans le questionnement narratif, pour commencer à chercher un peu les ressources sur lesquelles elle va pouvoir s'appuyer. Donc on va peut-être pouvoir parler des émotions beaucoup plus facilement parce qu'elle n'est pas menacée. Je vérifierai quand même que l'espace est suffisamment sécure, que le lieu est suffisamment sécure. C'est un peu trop rapide. Le deuxième exercice que je pourrais proposer, c'est par exemple la bouteille. On va imaginer que c'est une bouteille de verre. Comment vous prenez la bouteille quand vous buvez comme ça? Comme ça? Et faites voir comment vous buvez ça. Ouais. Et c'est l'eau à Boris, hein? Est-ce que vous pouvez me le refaire, mais beaucoup plus lentement? Oui, encore plus lentement, s'il vous plaît. Et je vais faire ça 8, 10, 15 fois. Et là, je vais dire, à un moment, dès que votre esprit inconscient sera prêt, il me fera signe que vous pouvez vous libérer du joug alcool ou de la prison alcool en arrêtant la main. Autrement dit, c'est à la fois confusionnant, complètement décalé, de sorte que le geste, à un moment, quand il s'arrête comme ça, comme dans une forme de catalepsie, chez certains patients, c'est très évident. Qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent chez eux? Il y a un moment, ils prennent le geste en automatique, comme d'habitude, et puis là, à un moment, la main s'arrête. Et là, je leur dis une chose.
D'abord, jamais vous interdire de boire. Interdisez-vous une chose, vous ne saurez y résister. Autorisez-vous une chose, vous pourrez y renoncer. Hein, c'est la fameuse théorie de Nardone, hein, que vous connaissez. Donc ça, c'est très important, c'est de dire, madame, là, maintenant, quand il se passe ça et que votre main s'arrête, posez-vous une seule question, est-ce que j'ai encore besoin de boire? Ou envie, ou besoin, mais j'insiste sur le mot besoin. Est-ce que j'ai encore là besoin de boire? Et vous voyez qu'il se passe quelque chose, c'est que je réintroduis un petit degré de liberté, un petit espace dans le paysage, pour aller ensuite questionner le paysage des intentions et des valeurs, pour retrouver quelque chose de l'action et retrouver quelque chose au niveau du corps qui soit de la spontanéité. Merci Micheline. Merci. Parce que, à la fois, tu as un côté conteur. Je pense qu'on a déjà dû te le dire. Je me suis rendu compte que tu m'as demandé à 2 reprises si tu avais encore le temps. Et j'ai pas du tout regardé l'heure, ni le temps qui tournait. Et j'ai écouté, en fait. Je me suis laissée bercer par la prosodie, comme dit Boris. Mais néanmoins, intellectuellement, sur ce que tu as apporté sur le plan clinique, il y avait énormément de choses. Alors, à titre personnel, j'ai noté quelques expressions qui m'ont plu et que je réutiliserai en te citant, bien sûr. J'ai beaucoup aimé, moi qui suis addictologue, le hold-up du système de récompense. C'est remarquable, cette expression, parce que c'est de ça dont il s'agit pour nos patients toxicomanes. Alors, il me semble qu'au cours de ton intervention, ce dont tu as parlé finalement, c'est la question de l'intégration de nos expériences. C'est le sensorimoteur dont on a parlé ce matin avec notre ami brésilien. Et pour les psychotraumatologues dont je suis, c'est la question de la dissociation. Puisque de plus en plus aujourd'hui, on essaie de définir, y compris d'ailleurs dans l'addiction, la dissociation à l'intérieur même du sujet, où une part de lui dit « je ne devrais pas boire, c'est mauvais pour moi ». Et l'autre fait compulsion de répétition, tant pis, ça fait rien, je fonce et je prends quand même. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé sur le plan clinique, entre autres, j'ai trouvé passionnant tout ce que tu as dit, vraiment. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le jeu de rôle que tu viens faire. C'est-à-dire comment on fait avec nos patients pour l'intégration des expériences, on dirait, dans la théorie de la dissociation. C'est-à-dire comment, à un moment donné, le sujet va rapporter à lui-même l'ensemble de ses vécus, de ses émotions, pour en faire un tout qui ait du sens. Puisque le sujet dissocié, c'est ce dont tu nous parles aussi, est un sujet qui à un moment donné est complètement débordé par ses émotions. J'ai adoré aussi qui emprunte le tapis roulant de la rumination, file vers la dépression. Alors pour ceux qui d'entre nous, bien sûr on est très rares, mais c'est très rare de ruminer, j'imagine, bien sûr, mais enfin, si ça vous arrive, gardez en tête cette expression, parce qu'elle devrait nous aider à arrêter la rumination à certains moments. Mais n'empêche, quand on a nos patients, par exemple, avec des pithiasies qui sont en abréaction, comment fait-on pour faciliter cette intégration en passant par le sensorimoteur? Parce que ce que tu as fait avec notre ami collègue du CRA, c'est effectivement un passage aussi par le sensorimoteur. Alors j'ai travaillé avec Michel Sylvestre il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, qui nous expliquait qu'avec les patients en abréaction qui allaient très mal, qui à un moment donné donc, se dissocient complètement quand on traite le trauma, une des façons de les ramener à ici et maintenant, donc une intégration sensorimotrice, c'est le jeu avec la balle. C'est-à-dire on surprend le patient, on a une balle sur son bureau, et à un moment donné, on lui dit « attrapez ». Et on sent que dans la réaction, il se passe quelque chose, le sujet n'est plus dans le trauma qui réapparaît, il est là, il attrape la balle. Alors je vous avouerai que pour des psychothérapeutes formés classiquement, ce qui était le cas pour moi il y a quand même quelques années maintenant, ça pourrait paraître étrange. En fait, tout le travail de l'EMDR et du sensorimoteur nous amène aujourd'hui à faire ça, ou à se lever et dire au patient « ok, on vous prend par le bras, il nous a donné son accord avant, allez, on va faire le tour de la chaise, on se rassoit. Qu'est-ce que vous ressentez ?» Je continue à étouffer. Ok, on se relève. Allez, je vous lance la balle, vous me la renvoyez. Qu'est-ce qui se passe? On est d'abord dans la relation, on est dans la sécurité, je suis là, je suis à côté de vous, et vous êtes ici et maintenant. Parce que rien n'est plus effrayant pour un patient, pour un sujet, que de n'être plus le sujet de personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'être complètement dissocié, je suis dans l'abréaction, le trauma revient, et je n'ai plus aucune maîtrise. Donc on apprend aussi beaucoup à nos patients, avant même de travailler en EMDR, de pouvoir se ressourcer
dans le ici et maintenant. Et je trouve que c'est de ça dont a parlé aussi ton intervention, de façon beaucoup plus riche que je ne le fais là. Mais en fait, c'est sur l'intégration à la fois du discours, du sensorimoteur et du relationnel. Donc vraiment, merci, c'était remarquable. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Les 3 paysages. Vous avez des questions? Oui, peut-être, oui, probablement. Oui, peut-être, oui, sans doute. 1, 2, 3, 4, non, pas. Personne. Moi, j'insiste, je vais juste faire un tout petit commentaire. J'insiste sur le fait de matérialiser le plus possible, c'est-à-dire de rendre concret et vivant ce qu'ils vivent dans leur dissociation. Si, par exemple, vous demandez à quelqu'un qui est dans une addiction, quelle qu'elle soit d'ailleurs, de prendre une chaise et de s'appuyer sur la chaise comme ça, par exemple, et vous lui dites, voilà, appuyez-vous sur la chaise. Au début, elle se dit, bon, il est étrange, mais enfin, bon, on le savait déjà, puis ils sont un peu psy, ils sont pas clairs complètement, quoi. Bon, enfin bon, je veux bien m'appuyer sur la chaise puisqu'il me le demande. Donc je m'appuie sur la chaise. Elle dit, là, vous allez bien, là, ça va? Oui, ça va. Oui, je peux tenir, là, oui, c'est bien. Puis au bout de quelques instants, c'est-à-dire que là, ça va durer longtemps, votre exercice, là? Non, parce que maintenant, si j'enlève la chaise, je lui dis, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais vous rigolez ou là, je vais tomber, là? Et je dis, qu'est-ce qui se passe avec la bouteille ou avec la compulsion boulimique? Oui, mais le fait de l'avoir matérialisé change les choses dans la représentation. Je me représente que là, je m'appuie sur quelque chose qui est l'objet ou la conduite d'addiction. Et ce que je crois fondamental sur le plan thérapeutique, dans la posture thérapeutique, c'est que nous, thérapeutes de gens addicts, nous perdions notre fonction de thérapeute, si j'ose dire. C'est-à-dire surtout notre pouvoir de thérapeute. C'est-à-dire de ne pas vouloir pour eux à leur place, de ne pas faire à leur place, de ne pas mettre de la pression. C'est pour ça que je suis un peu d'accord avec François Roustan quand il dit, au fond, alors si nous ne sommes plus thérapeutes, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus des notaires, dont acte. Je prends acte, bon, c'est un peu exagéré, c'est un peu caricatural, mais il y a du vrai quand même, dans la mesure où beaucoup de gens disent, et François Roustan a raison de le dire, telle personne, la personne vient vous dire, docteur, vous m'avez dit ça tel jour, telle heure, etc. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est ancré, si vous voulez, en tant qu'acte. Donc la notion d'acte, elle est fondamentale. François Roustan donne comme exemple à un moment quelqu'un qui est dans le problème alcool et qui rencontre François Roustan et puis asseyez-vous, bon, très bien. Et lui explique son problème d'alcool. Et la personne lui dit, mais qu'est-ce que vous pouvez pour moi, monsieur Roustan? Moi, je peux rien. Ah bon, bah alors je peux partir. Oui, vous pouvez partir. Et à ce moment-là, la personne se lève et se rassoit. Parce que justement, il n'est plus dans la solution doit venir du dehors. Oui, quelque chose dans un éclair, hop, il comprend que bon, bah, je peux me rasseoir. Alors là, on va peut-être pouvoir parler, quoi, autrement. Oui. Ça me suggère la réflexion suivante, qui est que le thérapeute lui-même doit évidemment pas être dissocié. Non, mais ça paraît caricatural ce que je vous dis. Mais quand on y réfléchit, c'est-à-dire que face à de telles réactions émotionnelles de nos patients, il faut que nous, on aille bien. Il faut vraiment qu'on soit tranquille. Autrement, c'est pas jouable avec nos patients. Donc, ce sont des types de thérapies où vraiment on est hyper réactif tout le temps. On n'est pas tranquillement derrière son bureau, derrière le patient à écouter, puis de temps en temps à faire un borborigme. On est là pendant 1 heure, on est nous aussi dans la machine à laver où on est assez secoué, il faut qu'on soit, c'est ce que tu disais, une base de sécurité. Alors on ne sait pas à la place du patient, mais de fait on doit être une base de sécurité au sens de théorie de l'attachement. Mais si vous reprenez les études de Lambert 2000 qui ont été revalidées récemment par une étude anglo-saxonne, quand vous voyez la question est quelle est l'efficacité des psychothérapies et qu'est-ce qui dans la psychothérapie est efficace? 40% la motivation. Freud l'avait déjà écrit d'ailleurs entre parenthèses. Après 30% c'est l'alliance thérapeutique et ça c'est lié à tout ça, tout ce qui se passe là. 15% les croyances d'attente, l'effet placebo on pourrait dire, et 15% seulement la spécificité technique. C'est pour ça que j'aime toujours à dire comme refrain cette phrase de Victor Rémy, qui était un psychiatre américain, qui avait dit en 1950 « Les psychothérapies sont des méthodes non indéfinies pour des cas non spécifiques avec des résultats imprédictibles. Pour une telle méthode, une formation rigoureuse est requise. »
Je vais donc demander au professeur Martine Lanibeil de venir nous rejoindre. C'est Gérard qui va faire la présidence de séance et la discussion pour les deux intervenants suivants, ainsi que le professeur Sandra Cabral-Baron, avant que notre ami Pierre-Marie Lincheneau ne fasse les conclusions de la journée. Non, c'est celle-là. Attends, je vais te le donner. Là, tu as le laser, ici. Ouais. Et là, tu passes ou tu reviens. Voilà. Hop. Gauche, droite. Et si tu veux couper l'écran, tu appuies là-dessus. Ouais. Si tu veux faire un commentaire assez long et que tu veux plus d'image, voilà. Parce que ça fait contre-jeu pour l'artiste. C'est ici alors. Alors, c'est un plaisir de présenter Martine Lanibeil, qui on se connaît depuis quand même quelques années maintenant. Alors, elle est auteure de je ne sais pas combien d'ouvrages, une bonne quarantaine facilement. 35 quand même. C'est bien comme ça là, Géry ? Donc elle est professeure en sciences de l'éducation à l'université de Nantes. Elle a monté beaucoup de colloques, de séminaires, donc elle participe à des ouvrages collectifs. Elle a travaillé avec Gaston Pinault, qui est quand même un des chefs de file en matière à la fois de narration, d'éducation. Elle a travaillé avec, bien sûr, avec Boris Cyrulnik. Et tu étais venu dans le Périgord, d'ailleurs, avec Boris, pour faire une conférence autour de cette notion de trace, puisque la préhistoire s'imposait par rapport à ça. Donc, mais là, tu vas nous parler peut-être d'une autre trace. Merci Gérard. Je ne sais pas si je veux parler d'une autre trace, ça fonctionne? Des traces de vie. Il marche aussi. Ah si, maintenant ça va. Il suffit de demander.